Le livre qui parle vous propose d'écouter Le voyageur imprudent de René Barjavel, lu par Philippe Bertin, avec l'aimable autorisation des éditions de Noël. À Robert de Noël. Première partie, l'apprentissage. Il faisait un froid de guerre. Au petit matin, le sergent Mostet découvrit un soldat, demi-nu, tordu en travers des feuillets. Le gel qui montait de la neige l'avait empoigné à mort. Ses cuisses sonnaient aux doigts comme des planches. 4 hommes l'emportèrent. Celui qui le prit par la tête lui cassa les oreilles. Les chasseurs pyrénéens du 27e bataillon occupaient depuis 2 mois le village de Vanesse, au bord de la plaine de Betteraves. Ils devaient le quitter ce jour-là pour une destination inconnue. Le caporal d'échelon, Pierre Saint-Menou, enfoui dans la paille de l'écurie, dormit peu, tourmenté par le souci de son 7e déménagement. Il était responsable des 17 conducteurs de la compagnie de mitrailleuses, de leurs chevaux et de leurs voitures. Dans le civil, il enseignait les mathématiques au lycée Philippe-Auguste. Sa grande inquiétude provenait des cuisines. Les cuistots sont toujours en retard. Il secoua la paille, s'enfuit vers la roulante. Il grelottait. Il essayait de rapetisser son grand corps maigre pour offrir moins de prise au froid. Les mains enfoncées dans les poches de sa capote, le dos rond, le béret enfoncé jusqu'aux joues, il traversa la cour de la ferme en courant, les jambes raides comme un héron. « Alors vous y pensez un peu, vous préparez ? Je voudrais encore pas me faire engueuler pour vous, moi. » Le chiffonnier Crédan, caporal d'ordinaire, lui frappa sur l'épaule. « T'en fais pas, vieux. Ça viendra. La paix aussi viendra un jour. La queue du chien est bienvenue. » Il riait, montrait des dents vertes. « Tu veux pas casser la croûte ?» Il piqua dans le foyer de la roulante un beefsteak qu'il avait fait cuire à même la flamme, mordit dans la viande noircie. De son quart fumant posé sur une bûche montait l'odeur du café et du vin mélangés. Saint-Menou eut un haut-le-cœur. « Je me demande comment tu peux boire cette saleté, ça sent le vomi d'ivrogne. » Quelques corbeaux passèrent au ras du plafond des nuages, se posèrent en grappe noire sur l'orme dressé au milieu de la plaine. C'était le seul arbre du pays laissé debout par l'autre guerre. Une poussière de neige commença de tomber, serra l'horizon autour de la ferme, étouffa la rumeur qui montait du village, les cris des hommes énervés qui injuriaient leurs bêtes, et ceux des sous-officiers qui menaçaient les hommes. Sous les hangars, les cuisiniers chargeaient l'unique voiture dont ils disposaient, une carriole à 2 roues, grinçante et ballante. « Sûrement elle a déjà fait 14, et peut-être bien 70, ricanait Crédan. Il aida ses hommes à y entasser leurs sacs de café, de sucre, de riz, de pommes de terre, de pois cassés, de haricots, de lentilles, les bidons de graisse, la barrique de vin gelé, le fût de rhum, les 2 moitiés de bœuf, les caisses de conserve et de biscuits, les 120 boules de pain, les 2 bottes de foin, les fagots de bois, sans oublier la tinette à moutarde, la provision de sel, les oignons, le quintal de carottes, le lait condensé, le chocolat, le poste bricolé avec ses piles et ses accus, et tout le fourniment ramassé d'un cantonnement à l'autre par lui-même et ses cuistots. Saint-Menou tournait autour de la voiture. Il ouvrit 20 fois la bouche pour commencer un mot, et se tut, conscient de son incompétence. En fin d'après-midi, le chargement se trouva terminé. La petite carriole avait absorbé un chargement qui n'aurait pas tenu dans un wagon. Au moment de tendre la bâche, le sergent comptable arriva, grelottant, catarreux, un mégot sur l'oreille. La camionnette du bureau refusait de partir. Le gel avait écartelé son radiateur. Il faudrait transborder son contenu sur la voiture des cuisines. 12 caisses d'archives, de formules d'état, de livres et matricules, d'encriers et de ronds de cuir, les malles du capitaine et les cantines des lieutenants, le lit pliant et les valises du sergent comptable. Saint-Menou leva les bras de désespoir, mordit le bout de ses doigts maigres à travers les gants fourrés. Les flocons de neige tombaient plus gros. Le toit de la ferme se perdait dans le ciel gris. Les cuisiniers jurèrent. Crédan insulta le comptable qui se faufila à travers la neige et disparut. Une corvée apporta les caisses. Miraculeusement, elles furent accrochées, plantées, ficelées sur les victuailles. Une bâche couvrit l'énorme bosse.
« Il ne me reste plus qu'à atteler, dit Paulinet, le conducteur. La neige adoucissait le crépuscule, prêtait une matière à l'air immobile. 2 hommes à chaque roue, 2 derrière, aidèrent Papillon à démarrer. C'était un vieux cheval brèche-dents et un peu borgne, à la robe couleur de terre. Depuis qu'il faisait si froid, Paulinet ne le sortait jamais sans protéger son œil malade par un bandeau taillé dans sa ceinture de laine bleue. Une grande amitié unissait ce paysan à la bête asthmatique. La guerre les avait arrachés au même labour, plongés dans les mêmes incompréhensibles misères. Ils se sentaient frères malheureux. L'homme partait devant, à grands pas. Le cheval soufflait, toussait, tirait. Pour suivre son maître, il eût tiré une montagne. L'équipage s'en fut rejoindre à la sortie du village le convoi formé par toutes les voitures du bataillon. Elles devaient gagner ensemble la gare de Tremplin-le-Haut, à 14 kilomètres, pour s'y embarquer. Certaines attendaient depuis 1 heure. La neige les arrondissait. « La roulante, bon Dieu, la roulante !» cria Saint-Menou. « Qu'est-ce qu'il attend, Pilastre? Il sera encore le dernier. » « Le voilà, » dit Crédan placide. Pilastre arrivait avec ses 2 chevaux. Il les tenait à bout de longe. Il se méfiait d'eux. Il était tourneur sur métaux. Son patron lui avait promis de le faire revenir à l'usine. Il ne connaissait rien aux bêtes, il ne les aimait pas. Il n'aurait pas dû être là. Il enrageait. Ces bêtes ne voulaient pas le connaître. L'une feu, l'autre noire, elles se détestaient autant qu'elles le craignaient. Les attelés n'étaient pas une petite affaire. Pilastre les frappait du poing dans les naseaux. Les chevaux reculaient, se cabraient, cherchaient à se mordre. La roulante était une sorte de cuirassé, un monument de fer et d'acier hérissé de 3000 têtes de rivets, porté par 4 roues ferrées aux rayons gros comme des cuisses. Au milieu de la cour, Pilastre et ses 2 chevaux dansèrent leur ballet de colère. Derrière eux, les 4 cuisiniers, casque en tête et le mousqueton en bandoulière sur leur capote noire de graisse, activaient le feu, jetaient bûche après bûche dans le foyer grondant, sous les 2 marmites énormes où cuisait la soupe et chauffait le café d'embarquement. Pilastre se hissa sur le siège, s'empaqueta dans 3 couvertures, saisit une trique et se mit à frapper. Les croupes bondirent, la neige vola, les chaînes cliquetèrent, le timon gémit, la roulante ne bougea pas. Chaque bête tirait de son côté, annulait l'effort de l'autre par son propre effort. Crédan ôta sa pipe de sa bouche, cracha. « Quel sauvage, dit-il, des bêtes pareilles !» Le conducteur se dressa et redoubla les coups. La haine lui creusait les joues et les yeux. Par hasard, les 8 sabots se plantèrent ensemble dans la neige. La roulante partit brusquement. Pilastre tomba sur son siège. Les 2 chevaux puissants traversèrent la cour au galop. Dans un bruit de train express, la roulante sauta par-dessus le tas de fumier gelé, arracha la grille d'entrée, vira au ras du fossé, pulvérisa la borne 0 kilomètre. Le feu du foyer éparpillé dans la neige sifflait. Les tempêtes de soupe et de café firent sauter les couvercles, mélangèrent leurs vagues. Louches en main, tisonniers brandis, les cuisiniers couraient, criaient derrière la catastrophe. Crédan courait derrière eux, les injuriait et rigolait. Saint-Menou courait derrière Crédan. Il s'enfonça dans la nuit sur un chemin de charbon fumant. Sur son dos se referma le rideau de la neige. C'est ainsi qu'il commença ce voyage qui devait le mener si loin. À la gare de Tremplin-le-Haut, les chasseurs pyrénéens s'embarquèrent sans soupe ni café. On attendait vers 10 heures le convoi des voitures et des roulantes. Il n'était pas arrivé quand, à minuit, le premier train partit. Les roues ferrées des véhicules écrasaient la neige, atteignaient la couche de glace et glissaient doucement au fossé. Pour un fourgon en détresse, la caravane entière s'arrêtait. Le sergent-chef du convoi accourait, brandissait son fanal à bougie, autour duquel dansaient les papillons blancs. 20 hommes s'accrochaient aux roues. La file des voitures repartait. 100 mètres plus loin, un autre véhicule naufrageait. Après 9 heures de marche, d'arrêt, de piétinement, le convoi pénétra dans Tremplin-le-Haut. La ville dormait, ses volets repliés sur la chaleur des maisons. Les équipages foulèrent sans bruit les pavés feutrés de neige. La gare se trouvait à l'autre extrémité du bourg, en haut d'une côte droite. La première voiture qui l'aborda monta 5 mètres et redescendit. Le chef du convoi fit dételer 4 couples de chevaux. Les 8 bêtes tirèrent le premier fourgon jusqu'à la gare, redescendirent chercher le suivant. À ce rythme-là, l'aube arriverait avant le dernier véhicule. Les hommes, harassés, s'assirent sur les marchepieds, s'appuyèrent au brancard, s'endormirent, accroupis ou debout. Les chevaux laissèrent pendre leurs têtes. La neige obstinée commença d'ensevelir la caravane.
Saint-Menou, accablé de fatigue et de solitude, continua son chemin dans la nuit grise, remonta la colonne, dépassa les chevaux pétrifiés, les fantômes des voitures auxquelles s'accrochaient des silhouettes d'hommes brumeuses. La respiration avait soudé à glace son passe-montagne à son béret, enfoncé comme un bonnet de nuit. Derrière ce aume, le froid lui fendait les lèvres. Les clous de ses brodequins lui gelaient les pieds. Le froid montait le long de ses mollets, glissait des lames aiguës sous ses omoplates, mordait ses flancs, broyait dans ses poches ses doigts gantés. Le dos courbé sous le poids de la nuit, Saint-Menou marchait, dépassait la première voiture, entamait la montée, s'enfonçait dans les mailles innombrables de la neige. Jusqu'au fond de l'horizon imaginable, jusqu'au bout du monde, il entendait la chute immense et molle des flocons. Son pied heurta un obstacle. Il faillit tomber, reconnut un escalier dont les 3 marches montaient vers une porte. Il soupira. Le trou noir de l'embrasure lui parut un lieu d'abri souhaitable, un refuge où rien ne le viendrait troubler. Il monta les 3 marches, s'assit sur la plus haute, se tassa autour de la chaleur de son ventre, ne bougea plus. Il vit venir du bas de la côte une auto éblouissante. Ses phares blanchissaient la nuit. Des milliards de flocons dansaient dans le cône de lumière. Le sol était comme un drap étendu. L'auto ralentissait en approchant du sommet. Elle s'arrêta tout à fait. Elle ne pouvait avancer davantage. Le moteur grondait. Une portière claqua. Un officier couvert de galons entra dans la lumière. La neige devint couleur d'or. L'officier ouvrait la bouche, criait des ordres à son chauffeur. La neige mangeait ses paroles. Saint-Menou n'entendait rien. Il n'avait pas envie d'entendre. Il était bien. Il ne sentait plus ses pieds ni son dos. L'auto, doucement, commença à reculer, de glisser le long de la pente. L'officier agitait ses bras d'or, dansait, courait vers la lumière qui fuyait de plus en plus vite. Il devint minuscule, disparut tout à fait au bout du froid. Saint-Menou s'enfonçait dans le repos. Sa chair avait cessé de souffrir. Il devenait léger, insensible, pareil à un coussin de plume au milieu d'un doux univers bourré de coton. Il perdit tout à coup l'équilibre. La porte derrière lui s'était ouverte. La chaleur jaillit à plein couloir, l'enveloppa et se perdit dans la rue. Un rectangle de soleil se dessina dans la neige. Saint-Menou fit un gros effort, se leva, se retourna. Une fille brune, très jeune, belle comme une apparition, se tenait devant lui. Elle levait à bout de bras une lampe. La lumière coulait le long de ses cheveux jusqu'à ses épaules, brillait dans ses grands yeux noirs. Elle lui fit signe d'entrer. Il entra et ferma la porte sur la nuit. Depuis des semaines et des semaines, il vivait dehors le jour, la nuit à l'écurie. Il avait oublié comment se comportent les hommes dans les maisons. Ses pieds laissaient des flaques sur les carreaux de l'entrée, les clous de ses chaussures criaient, il se sentait lourd comme un ours. La jeune fille le regardait. Son visage était construit de lignes simples, baignées de paix. Devant son embarras, elle sourit avec gentillesse, sans ouvrir les lèvres. Il la suivit dans une pièce dont les murs, le parquet, les meubles luisaient doucement, à la lueur d'une lampe voilée de dentelle rose. Une table ronde, ancienne, en merisier blond, touchait à peine le sol du bout de ses pieds effilés. Assis dans un fauteuil roulant, entre la table et le poêle de faïence, un homme, vêtu de gris, regardait Saint-Menou entrer. « Bonjour, monsieur, » fit celui-ci à travers son passe-montagne. L'homme le regardait en hochant la tête. Il était énorme. Son ventre écartait les bras du fauteuil, poussait vers la gauche et la droite ses cuisses ouvertes. Une barbe d'or en éventail montait à l'assaut de son crâne chauve, cachait ses joues, sa bouche, tout le bas de son visage, s'étalait sur sa poitrine en larges ondes qui brillaient à la lumière de la lampe, comme le bois hâlé de la table, les décors du poêle émaillé et sa calvitie rose et propre. Une courte mèche blanche dessinait un croissant autour du menton, se fondait dans l'or de la toison. Des jambes du pantalon gris déformées par les cuisses et les genoux adipeux sortaient des chevilles rondes comme des arbres. À l'extrémité de ces chevilles, il n'y avait point de pied. Les 2 moignons, enveloppés de gaines de laine verte tricotée, reposaient sur un coussin de cuir. L'homme enfonça une main dans sa barbe, en tira une paire de lunettes, la posa sur le cap de son nez qui émergeait à peine du flot pileux,
se renversa tout à fait à son aise dans son fauteuil. Saint-Menou toussa. Sa capote s'égouttait en rond autour de lui et fumait. Une vague ouvrit en deux la barbe blonde, découvrit de belles dents blanches. L'homme souriait. Ses yeux grossis par les verres exprimaient une vive intelligence et une bienveillance un peu ironique. « Je vous attendais, monsieur Saint-Menou, dit-il. Je savais depuis 3 mois que vous alliez venir cette nuit, vous asseoir sur le seuil de ma maison, et je m'en suis fort réjoui. Je sais encore d'autres choses. Par exemple que votre convoi ne commencera d'embarquer qu'à 5h38. Vous avez le temps de vous déshabiller, de vous restaurer et de m'écouter. Quand vous m'aurez entendu, il ne vous manquera jamais plus de temps pour rien. » Le caporal d'échelon, agrégé de mathématiques, retint seulement de ces paroles étonnantes l'affirmation qu'il avait le temps de se déshabiller et de s'asseoir. Il n'en demanda pas plus. Il se déharnacha, défit boucles, bretelles, boutons, mousquetons, quitta fusil, bidon, musette, masque, pelle, baïonnette, ceinturon, capote, gants, casque, passe-montagne, béret. Il perdit les 2 tiers de son volume. Il apparut si mince que sa haute taille s'en trouvait encore étirée. Sa vareuse eût enveloppé 4 torses comme le sien, mais les manches ne parvenaient pas à ses poignets. Il se tenait un peu voûté, peut-être par la crainte habituelle de heurter le cadre d'une porte ou un plafond. Ses yeux bleus étaient très pâles, son visage blanc, son nez et ses lèvres minces. Il passa dans ses cheveux d'un blond très clair que le béret avait plaqué par mèches une main longue aux doigts maigres. La jeune fille installa les pièces de son équipement sur le dos d'un fauteuil près du poêle. Chaussée de mules de satin rose, elle se déplaçait sans bruit. Elle prenait les objets avec des gestes efficaces, sans lenteur ni hâte nerveuse. Saint-Menou, privé depuis son enfance des soins d'une femme, la suivait des yeux, admirait sa grâce silencieuse, et sentait fondre son embarras. Elle lui présenta une chaise, posa devant lui un bol de café. Il s'assit et but. Elle s'assit à son tour, juste assez loin de lui pour pouvoir le regarder sans le gêner. Elle était vêtue d'une robe blanche. Elle devait avoir 15 ans. Sans doute n'a-t-elle pas fini de grandir, se disait Saint-Menou. Elle le regardait dans les yeux avec tranquillité. C'était une enfant qui n'avait pas appris à avoir honte. L'infirme prit sur la table une brosse de soie blanche à manches d'écaille et d'un geste habituel brossa sa barbe d'or. « Hum, fit-il, peut-être nous sommes-nous assez regardés. Maintenant que vous nous avez vus, permettez-moi de nous présenter. Annette est ma fille. Je me nomme Noël Essaillon. » « Noël Essaillon » s'exclama Saint-Menou stupéfait. « Mais voyons, c'est bien vous. C'est vous qui m'avez répondu en février 1939 dans la revue des mathématiques. » L'homme faisait oui-oui de la tête et souriait, visiblement heureux de la surprise du caporal. « Quelle passionnante réponse !» reprit celui-ci chez qui l'étonnement cédait la place à la joie. « Ah, vous êtes l'homme que je désirais le plus rencontrer. » Il se leva. Il avait oublié ses souffrances, sa timidité, la guerre et l'étrangeté de sa présence en ce lieu. Il n'était plus que l'homme abstrait, le mathématicien passionné dont les théories, un an plus tôt, scandalisaient le monde savant. Nul ne l'avait compris, sauf ce Noël Essaillon dont les remarques avaient ouvert de nouvelles voies aux spéculations de son esprit. Il lui serra les mains avec émotion. L'infirme semblait aussi heureux que lui. « La guerre a interrompu vos travaux, reprit le gros homme. J'ai pu continuer les miens et suis parvenu à des résultats sensationnels. Mais vous devez avoir faim, mon pauvre ami, depuis le temps que vous vous traînez sur la route. Annette, à quoi penses-tu » La jeune fille s'absenta quelques minutes, revint avec une omelette fumante, apporta un demi-poulet froid, des fromages, une tarte et une bouteille de vin d'Alsace. « Mangez, mangez, dit Essaillon cordial, et écoutez-moi. Ce que j'ai à vous dire est si peu ordinaire. » Saint-Menou ne se fit pas prier. « Vous êtes mathématicien. Je suis physicien et chimiste. Je poursuivais de mon côté des recherches qui n'eussent abouti à rien si vos articles de la revue des mathématiques n'étaient venus m'éclairer. Grâce à vous, j'ai pu vaincre certains obstacles qui me paraissaient infranchissables, et je suis arrivé à ceci. J'ai fabriqué une substance qui me permet de disposer du temps à ma guise. » Saint-Menou posa sa fourchette, mais l'obèse ne lui laissa pas le loisir de l'interrompre. Très animé, il poursuivait son discours. Il empoignait parfois sa barbe comme une gerbe, la séparait en deux et la froissait entre ses doigts, ou bien il s'arrêtait pour reprendre souffle, et sa respiration courte composait alors avec celle du feu, lente et douce, les seuls bruits de la pièce. Sa fille s'était assise un peu en arrière de lui dans la pénombre.
Elle se tenait droite sur sa chaise, ses 2 mains posées à plat sur ses genoux, grave comme une enfant qui écoute une histoire. Elle regardait les 2 hommes tour à tour, mais surtout le nouveau personnage qui venait de s'introduire dans le conte, le grand soldat maigre aux cheveux de chanvre. Elle se levait de temps en temps sans bruit pour essuyer le front de son père ou changer l'assiette du visiteur, et rien de cela n'était pour elle corvée ou habitude. S'éveiller à un jour nouveau, aller à la ville, revenir chargé de pain blond et de légumes, manger, marcher, voir passer la voisine, écouter le cri du marchand de fagots, travailler au laboratoire, c'était sa vie, l'histoire que la vie construisait pour elle, jamais grise ni banale dans ce décor de lumière chaude, ou dans le soleil ou la neige, avec des toits pointus, avec des arbres nus ou des bouquets de verdure bruyants d'oiseaux. Samenou, pris tout entier par l'exposé de son hôte, ne prêtait pas attention au regard posé sur lui, mais il sentait la présence de la jeune fille dans la pièce, comme celle d'un objet précieux, d'une statue rehaussée de vieil or qui luit doucement dans une niche d'ombre, ou d'une tapisserie dont les personnages plats dansent sur le mur une farandole de laine. D'où venons-nous? Poursuivait l'infirme. Où étions-nous avant de naître à la conscience de ce monde? Les religions parlent d'un paradis perdu, son regret hante les hommes de toute race. Ce paradis perdu, je le nomme l'univers total. C'est l'univers que ne limite ni le temps ni l'espace. Il ne dispose pas de 3 ou 4 dimensions, mais de toutes les dimensions. La lumière qui l'éclaire est composée non de 7 ou 20 ou 100, mais de toutes les couleurs. Tout ce qui est, a été ou sera, l'habite, et aussi ce qui ne sera jamais. Rien ne s'y trouve formé parce que toutes les formes y sont possibles. Il tient dans l'atome et notre infini ne parvient pas à l'emplir. Pour l'âme qui participe à cet univers, l'avenir ni le passé n'existe, ni le près, ni le loin. Tout lui est présence. Samenou oubliait de manger. Il vit comme dans un rêve les mains blanches d'Annette lui verser à boire, poser dans son assiette la cuisse du poulet. Imaginez maintenant, continuait l'infirme, pour quel péché contre la perfection, cette âme condamnée à la chute. Elle s'engage dans ce que nous appelons la vie, pour elle une sorte de couloir, de tunnel vertical dont les murs matériels lui cachent jusqu'au souvenir du merveilleux séjour. Elle ne peut ni remonter, ni se déplacer à droite ou à gauche. Elle est inexorablement attirée vers la mort, vers le bas, vers l'autre extrémité du tunnel qui débouche Dieu sait où, dans quel effroyable enfer, ou dans le paradis retrouvé. Cette âme, c'est vous, c'est moi, pendant notre vie terrestre, nous qui tombons en chute libre dans le temps, comme cailloux échappés à la main de Dieu. Il avait soulevé sa barbe et la lâcha pour concrétiser l'image. Elle reprit doucement son apparence de moisson. Samenou but les dernières gouttes du vin clair. Si je parviens, reprit Essaillon, à changer la densité de cette âme, de ce caillou, il me sera possible soit d'accélérer sa chute, soit de l'arrêter. Je pourrais même le soustraire à la pesanteur qui l'attire vers l'avenir et le faire remonter vers le passé. C'est au moyen de réussir cette intervention que je travaille depuis 20 ans. Et j'ai réussi! Il prit le mouchoir des mains de sa fille, s'épongea la tête et le cou, et ajouta d'une voix plus calme « Je conçois que cela vous apparaisse impossible. Aussi, avant de vous en dire davantage, je veux vous faire une démonstration. » Il écarta le rideau d'or qui masquait sa poitrine, découvrit un gilet de laine aux poches gonflées comme des mamelles. Ses doigts fouillèrent parmi les objets qui les garnissaient, reparurent serrés sur une boîte plate qu'il tendit à Samenou. Celui-ci souleva le couvercle et vit un assortiment de petites sphères de couleurs variées couchées sur un lit de coton. « Si vous absorbez une de ces pilules, dit Essaillon, vous êtes aussitôt rajeuni selon sa couleur d'une heure, d'un jour, d'une semaine, d'une lune, d'un an. » Il tira une seconde boîte de sa poche. Elle contenait d'autres pilules de forme oblongue. Ces ovules produisent l'effet contraire. Ils accélèrent l'avance vers l'avenir. Il choisit dans les boîtes 2 pilules violettes et 2 ovules de même couleur, les posa devant Samenou. « Tentez l'expérience, dit-il. « Moi » fit le caporal stupéfait. « Oui, je n'ai que cette façon de vous convaincre. Voici de quoi faire vers le passé un bond de 2 heures, et de quoi revenir aussitôt si vous le désirez. Vous décidez-vous » Samenou regardait les doigts ronds de l'infirme qui poussait vers lui les 4 grains d'améthyste sur le bois clair de la table. Il se sentait rougir de confusion, comme si on lui eût proposé de participer à des jeux inconvenants. Cet homme devait être fou.
Il releva ses regards vers la lampe, les promena sur tout ce qu'elle touchait de sa lumière, sur les meubles honnêtes, sur ce gros homme essoufflé, sur sa fille silencieuse dont les yeux noirs le regardaient avec sérieux, et dans ses yeux calmes, il vit l'image doublée de la lampe bourgeoise. Les propos qu'il venait d'entendre juraient avec ces apparences sans mystère. Son esprit de mathématicien avait suivi facilement le discours de son hôte, mais son bon sens se refusait à admettre ses conclusions. Ces pilules contenaient peut-être du poison? Ou bien étaient-ce simplement des bonbons achetés chez l'épicier du coin? Pourtant, par quelles étranges paroles il avait été accueilli dans cette maison? Il ne savait plus que croire. Ses hésitations amusaient son hôte qui se mit à rire. Son ventre tremblait de haut en bas, secouait sa veste grise. Saint-Menou se décida brusquement et posa sa main maigre sur les 4 pilules. La curiosité l'emportait sur la crainte du ridicule ou du mal. « Très bien, » fit Essaillon. Annette apporta une enveloppe. Le jeune homme y glissa les 2 ovules, la mit dans sa poche, saisit les pilules rondes et les avala. Il se sentit brusquement tiré dans le dos par une force effroyable. Il jaillit de sa chaise, la lumière sombra, une porte claqua, un vent glacé ronfla dans ses oreilles, un vent hurlant plein de jurons, de cris et de 1000 galops. La neige lui râpa le visage. Il sentit qu'il avait très froid aux pieds et aux doigts. Il sut qu'il allait tousser. Il toussa. Du haut de sa roulante, Pilastre l'interpella. « Caporal, vous croyez qu'on arrivera cette nuit ?»« On arrivera quand on pourra, mon pauvre vieux. » Avant que ces mots fussent sortis de sa bouche, il les reconnut. Il avait déjà répondu la même phrase. Il attendit le réflexe du conducteur. Le « Merde alors !» arriva juste à son quart de seconde. Le convoi cheminait dans la nuit. 1 kilomètre le séparait encore de Tremplin-le-Haut. Saint-Menou savait qu'il faudrait plus d'1 heure pour franchir ces 1000 mètres et qu'on s'arrêterait 4 fois avant de parvenir à la ville endormie. Un conducteur alluma sa pipe. Dans la lueur de l'allumette traversée de flocons, le caporal d'Échelon vit un nez violet et 2 glaçons pendus à une moustache. Il avait déjà vu la même figure éclairée par la même flamme, mais cette fois-ci, à la face de l'Auvergnat, son souvenir en compara une autre, un visage de fillette éclairé par une lampe rose. Il recommençait vraiment à vivre 2 heures de son existence. Seconde par seconde, pas à pas, il allait parcourir de nouveau les événements dont il gardait le souvenir. Une exaltation prodigieuse l'envahit, chassa le froid de sa chair. Il lui semblait qu'il avançait environné de lumière. La nuit, le froid, la douleur, la crasse, l'ignorance stupide de l'avenir vers lequel on se précipite en aveugle, tout cela c'était la part des autres hommes, du troupeau. Lui se sentait léger et puissant comme un demi-dieu, aussi différent de ses conducteurs que ceux-ci de leurs mules. Une pensée tout à coup le frappa. Si maintenant, se dit-il, je changeais de route, si je passais sans m'arrêter devant les 3 marches de la maison du sorcier, je suis libre de bifurquer. Je peux éviter les événements dont je prévois la venue, modifier ma destinée, rester un soldat comme les autres, pour qui le temps se mesure à l'accumulation des souffrances. Je peux aller m'embarquer sans voir Noël et Saillon. Il disait « Je suis libre, je peux ». En réalité, il ne pouvait plus rien. La curiosité l'avait désormais enchaîné. Rien au monde ne l'eût fait renoncer à la suite de l'expérience. Il eut hâte d'en savoir davantage, de quitter cette neige et ce froid, ce piétinement. Il chercha les pilules accélératrices, cligna des yeux sous la chute des flocons et secoua l'enveloppe entre ses lèvres. Les pilules glissèrent sur sa langue. Les muscles crispés dans l'attente du choc, il les avala avec une gorgée de salive. Il les sentit le long de son œsophage. Elles arrivèrent chaudes, lumineuses, dans son estomac. Leur lumière déborda hors de lui, emplit la pièce qui l'entourait. Noël et Saillon le regardaient, un peu moqueurs. Par-dessus l'épaule de l'obèse, il aperçut le visage de sa fille qui souriait, et dont les yeux lui parurent remplis d'une grande douceur. Il soupira de satisfaction et sourit à son tour. « Me voilà revenu, dit-il. Vous ne m'avez pas attendu trop longtemps ? » « Vous venez tout juste de partir, répondit l'infirme. Vous nous avez quittés avec un visage angoissé, vous revenez avec le sourire. À peine avons-nous eu le temps de nous apercevoir que votre chaise était vide. Je ne vous demande pas si vous êtes convaincu. » Saint-Menou se leva pour serrer les mains des Saillons. Il avait envie de l'embrasser. Il pensa que ce serait ridicule. Il ne parvenait pas à exprimer son émoi. Du pan de sa vareuse, il renversa une tasse. Il s'excusa.
Annette riait. « Remettez-vous, mon cher ami, dit Essaillon. Votre trouble me touche plus que vos compliments. Je suis bien heureux de vous voir aussi enthousiaste. Comment ne pas l'être, il est vrai, après une telle expérience? Comprenez-vous maintenant l'intérêt de ma découverte? Arrivé à 40 ans, vous décidez de recommencer votre vie. Vous retournez à votre adolescence. Vous vous lancez avec un corps tout neuf dans une nouvelle existence. Vous évitez les malheurs qui vous ont frappé dans votre premier temps. Vous saisissez les bonheurs qui vous ont évité. Vous recommencez 100 fois, 1000 fois. Vous possédez toutes les sciences du monde, parlez toutes les langues. Vous avez aimé toutes les femmes, tutoyé tous vos contemporains. Vous avez tout vu, tout entendu, tout connu. Vous êtes Dieu. Essaillon de nouveau se laissa aller à son exaltation. Il semblait prêt à se soulever, à s'arracher comme un athlète hors de son corps difforme. Un jour, peut-être, continuait-il, là de cette éternité terrestre, vous vous laisserez emporter vers la mort, qui sera la seule chose à laquelle vous n'aurez pas encore goûté. Si j'en crois mes yeux, demanda Saint-Menou hésitant, vous n'avez pas encore vous-même recommencé. Son regard allait du visage de l'obèse à son ventre, à ses chevilles tronquées. L'animation de l'infirme tomba. Il se tassa dans son fauteuil, se tut quelques secondes et reprit d'une voix basse. « Non, non, je n'ai pas pu. J'ai fait de courts voyages dans le passé. J'y retourne chaque fois que c'est nécessaire à mes recherches. Mais je n'ai rien changé à mon destin. Je n'en ai pas eu le courage. Sans doute vous semble-t-il que je n'avais pas besoin de courage pour quitter cette carcasse difforme, que j'aurais dû m'en évader au contraire avec plaisir. Il aurait fallu pour cela que je pusse changer mon cœur. Je n'ai pu me résoudre à me séparer de mon enfant. Je n'ai pas voulu éviter l'accident qui a fait de moi un infirme. C'est en effet grâce à lui que j'ai connu la mère d'Annette. Elle était mon infirmière. Je l'ai épousée. Elle est morte en donnant le jour à ce trésor. » Il tendit les bras. Les manches de sa veste raccourcies par les plis au coude découvrirent ses poignets, ronds, blancs comme les cuisses d'un bébé. Sa fille vint s'agenouiller près de lui, posa sa tête sur ses genoux. Essaillon caressa longuement les boucles brunes qui se mêlaient aux flots d'or de sa barbe. « Voilà, dit-il, les cordes qui m'ont attaché au présent. Je n'ai pu supporter l'idée de vivre une autre vie où mon enfant ne serait plus à mes côtés. » Saint-Menou hocha la tête. « Je vous comprends. » Essaillon reprit sa voix nette d'homme de science. « Je me suis laissé tout à l'heure emporter par mon rêve, dit-il. En réalité, je ne crois pas qu'un homme en possession de mes pilules, si égoïste, si déterminé fût-il, pourrait s'en servir librement. Il trouverait toujours un amour ou une haine pour l'enchaîner. D'ailleurs, ce n'est pas le secret de l'immortalité et de la toute-puissance que je cherche. Je ne travaille pas pour moi, mais pour tous. J'ai aussi exploré l'avenir, poursuivait-il, mais avec une prudence extrême, car je ne sais où la mort m'attend. Je ne suis pas allé très loin. Je craignais à chaque minute de dépasser mon temps de vie. En somme, mon invention, qui vous émerveille tant, ne me satisfait guère. Cette substance à laquelle j'ai donné le nom de noélite agit dans les limites de notre existence. Elle ne nous permet pas de sortir de ce tunnel à travers lequel nous tombons vers la mort, de bondir à travers le temps infini tout en conservant notre personnalité actuelle. C'est pourtant cela qui m'intéresse. Mes pilules ne peuvent servir que des desseins égoïstes. Je rêve d'être utile à l'humanité. Je ne sais si ce sera possible. Les hommes ont toujours refusé l'appui de qui voulait les tirer de leur peine et couru sur les traces de ceux qui les entraînaient au malheur. Pourtant, il se tut un instant. Ses yeux verts noyés de rêve suivaient quelque étonnante vision. Il passa sa main grasse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.